On reprend notre conférence. Nous allons parler maintenant des fonctionnaires. On en parle beaucoup en France. D'abord parce qu'ils sont nombreux. Plus de 2 500 000 fonctionnaires nationaux. C'est éducation nationale, poste, police, etc. Auxquels il faut ajouter les fonctionnaires locaux de la commune, du département, de la région. Les militaires de carrière, les employés et agents des services publics, SNCF, Électricité et Gaz de France. Si on ajoute le personnel des entreprises nationalisées, Renault, certaines banques, au total 6 millions de travailleurs, soit un Français actif sur 4 sont rémunérés directement ou indirectement par l'État. Les autres Français, ceux qui travaillent dans le secteur privé, ont souvent affaire à un fonctionnaire pour l'éducation de leurs enfants, à la poste, à la mairie, souvent pour des actes qui ne sont pas toujours agréables. Payer des impôts, être soigné à l'hôpital ou être surpris à conduire trop vite en voiture. Enfin, un fonctionnaire est une personne qui occupe en qualité de titulaire un emploi dans les cadres d'une entreprise publique, spécialement l'État. On ne manque donc pas, en période de chômage, de rappeler aux fonctionnaires qu'ils ont la sécurité de l'emploi. Dans un village français de moyenne importance, on peut rencontrer des instituteurs, des postiers, un percepteur. Ce sont des fonctionnaires nationaux. Ils sont rattachés à un ministère et ne dépendent pas dans leur profession du maire de la commune. Mais ils doivent discuter avec le maire certains problèmes d'entretien ou d'amélioration de l'école, par exemple. Dans ce même village, les employés de la mairie, les agents qui s'occupent de l'enlèvement des ordures ou de l'entretien des bâtiments communaux sont des fonctionnaires locaux. Ils dépendent du maire et de son conseil municipal. D'autres fonctionnaires locaux dépendent, eux, du conseil général ou du conseil régional. Les fonctionnaires nationaux, les plus nombreux sont ceux qui relèvent de l'éducation nationale. Environ 1 100 000, soit plus d'un tiers des fonctionnaires nationaux. Viennent ensuite ceux des postes et communications, 450 000 environ, ceux de l'économie et des finances, environ 180 000 personnes. Les fonctionnaires locaux, communes, départements, régions, représentent 1,5 million de personnes. Les agents des services publics sont nombreux à la SNCF, chemin de fer, 258 000 personnes, à l'électricité et au gaz de France, un peu plus de 120 000 personnes. L'entreprise nationalisée la plus importante est Renault Automobile, 196 000 personnes. La sécurité des Français est assurée par la police nationale, environ 100 000 fonctionnaires et la gendarmerie, 80 000 gendarmes rattachés à l'armée, 600 000 agents hospitaliers, médecins, infirmières, etc. ont une situation particulière, mais reçoivent un traitement de l'État. Il y a toute une échelle de fonctionnaires. Les plus modestes appartiennent à la catégorie des ouvriers dits qualifiés, ceux qui travaillent sur les routes, à l'entretien d'une école, d'un stade municipal, d'une gare. Une catégorie moyenne est celle des instituteurs, des employés d'un bureau des postes et des contributions. Dans une catégorie supérieure, on range les professeurs, les médecins des hôpitaux. Ce que l'on appelle les hauts fonctionnaires ou, pour certains, les grands commis de l'État occupent des postes importants de décision, direction ministérielle, ambassade à l'étranger, grand conseil, Conseil d'État, Cour des comptes. L'École nationale d'administration, ou l'ENA comme on appelle, forme depuis 1945 ces hauts fonctionnaires. Les anciens élèves de cette école, les énarques, environ 4000, jouent un rôle considérable dans le fonctionnement de l'administration française.
Je voudrais m'arrêter précisément sur le Conseil constitutionnel, ce qui correspond à la Cour constitutionnelle en Géorgie. C'est un organe juridictionnel qui comprend 9 membres dont le mandat est 9 ans, non renouvelable et irrévocable, qui se renouvelle par tiers tous les 3 ans. En ce qui concerne maintenant les partis, il faut dire que le multipartisme français ne signifie pas la dissolution de la vie politique dans une multiplicité de groupuscules, ni l'impossibilité de gouverner qui pourrait en résulter. Alors, parmi les partis les plus importants aujourd'hui sont UMP, Union pour un mouvement populaire, parti politique français successeur de l'Union pour la majorité présidentielle, qui fusionne l'ancien RPR, Rassemblement pour la République, l'ancienne démocratie libérale et certains membres de l'UDF, c'est-à-dire Union des démocrates français, ou pour la Union, excusez-moi, Union pour la démocratie française. Le RPR, fondé en 1976 par Jacques Chirac, est issu de la dissolution de l'Union des démocrates pour la République. Ancien nom de la formation gaulliste, le RPR revendique clairement cette filiation. Étant de fait le dernier descendant du Rassemblement du peuple français, mouvement fondé par le général de Gaulle en 1947. Du gaullisme, le RPR met en exergue le fondement humaniste et fait de la justice sociale une condition de la réussite économique. Il s'appuie également sur l'idée que la cohésion nationale implique nécessairement l'existence d'un État fort qui mène une politique exigeante et volontariste. Or, selon la tradition gaulliste, l'État n'est jamais aussi fort que lorsqu'il se rassemble autour de la notion de souveraineté nationale. Ainsi, le RPR, Rassemblement pour la République, met l'accent sur l'indépendance nationale et le rôle de la France sur la scène internationale. Il considère que le pays doit se donner le moyen de ses ambitions en faisant notamment de l'éducation et de la formation une priorité nationale. Union pour la démocratie française. Fondée en 1978 à l'initiative de Valéry Giscard d'Estaing, est une confédération de partis et de mouvements et non un parti fédéré et unifié comme le RPR ou le Parti socialiste. Toutes les composantes de l'UDF ont ainsi gardé leur autonomie et leur organisation respective. L'UDF se montre principalement attachée au libéralisme économique. Il a fait de la construction européenne l'une de ses propriétés. Son électorat est en majorité composé de membres des couches supérieures et des professions libérales et de retraités. L'autre parti qui est plus ou moins connu, c'est le Front National, parti d'extrême droite, a été créé en 1972 par Jean-Marie Le Pen, héritier d'une tradition nationaliste et xénophobe. Il met essentiellement l'accent sur le thème de la lutte contre l'immigration, l'insécurité et la corruption. Jusqu'au début des années 80, ses résultats électoraux furent marginaux. Puis, à la faveur de la crise économique, il développa son implantation locale et nationale. Si en moyenne, ces candidats obtiennent aujourd'hui entre 10% et 15% des voix, dans certaines circonscriptions, le Front National peut dépasser les 20% et arbitrer des élections au second tour. L'élection présidentielle de 1995 a montré que géographiquement, son implantation était particulièrement forte dans le sud-est et le nord-est, régions touchées par la crise économique, et que sociologiquement, son électorat était largement composé d'ouvriers, mais aussi des jeunes, des chômeurs et des personnes ayant quitté tôt l'école.
Le Parti socialiste, fondé par François Mitterrand en 1971 au congrès d'Épinay-sur-Seine, a pris la relève de la section française de l'Internationale ouvrière, née au début du siècle sous l'impulsion de Jules Guesde et Jean Jaurès, et dirigée par Guy Mollet après la Libération. Le Parti socialiste a intégré de petits partis, clubs et conventions des gauches, jouant alors un rôle marginal, alors que le candidat socialiste à l'élection présidentielle de 1969, Gaston Defferre, avait à peine atteint 5% des suffrages. François Mitterrand va réussir à faire du Parti socialiste rénové l'un des premiers partis de France, au point de lui permettre d'accéder au pouvoir, ce qui était sans précédent depuis le début de la Ve République. Le socialisme défendu par François Mitterrand s'affirme humaniste et libéral, social et pragmatique, démocratique et non révolutionnaire. Sur ces bases, il parvient en se démarquant du Parti communiste, reste révolutionnaire et marxiste, à élargir sa base électorale. Confronté aux contraintes du pouvoir et notamment à la crise économique, le Parti socialiste a évolué vers une politique social-démocrate assortie de rigueur économique, qui a provoqué une certaine déception chez une partie de ses militants et de son électorat traditionnel. Parti communiste français, grâce à son action à la résistance, était à la Libération le premier parti de France. Il a participé au gouvernement, notamment sous la direction du général de Gaulle, jusqu'en 1947. Par la suite, il a réussi à conserver une base électorale d'environ 20% de suffrages, mais à partir de son accession au pouvoir en 1981, aux côtés des socialistes, 4 ministres communistes figurent au gouvernement jusqu'en 1984, son électorat n'a cessé de décliner. L'union de la gauche a profité essentiellement au Parti socialiste et le Parti communiste français a été réduit à jouer un rôle d'appoint. En outre, trop longtemps inféodé au Parti communiste d'Union soviétique, il a perdu une grande part de son crédit après la déstalinisation et n'a réagi qu'avec retard aux évolutions de la société contemporaine, malgré une tentative pour moderniser ses structures. La chute du bloc communiste n'a fait qu'amplifier ces tendances en privant de nombreux électeurs et militants de leurs références traditionnelles. Avec la crise économique, le Parti communiste français a toutefois conservé la faculté d'exprimer un vote de protestation. Lors des élections législatives de 1993, il a recueilli 6% des voix au premier tour et 2,82% seulement au second, ce qui ne lui a laissé que 4% de sièges. Au premier tour de l'élection présidentielle de 1995, son candidat, Robert Hue, a obtenu 8,6% de voix. Alors, je peux également évoquer les partis tels que Parti de gauche et ELF, Europe Écologie Les Verts. Il y a aussi les autres formations politiques radicales. L'ex-mouvement des radicaux de gauche a été l'allié du Parti socialiste depuis le premier programme commun de la gauche en 1973, après sa scission avec le Parti radical, resté membre des coalitions de droite. Mais ses faiblesses électorales l'ont amené à adopter un discours controversé incarné par l'homme d'affaires Bernard Tapie. Le mouvement pour la France a été fondé en 1995 par le député Philippe de Villiers, ancien membre du Parti républicain, hostile au traité de Maastricht et partisan de la lutte contre la corruption. Il succède au mouvement pour les valeurs créé dans la perspective des élections européennes de 1994. Les écologistes sont également une composante du paysage politique français. Du milieu des années 1980 au début des années 1990, profitant de l'essoufflement du Parti socialiste, ils ont paru pouvoir constituer une nouvelle force, rassemblant une frange de l'électorat déçu par le gouvernement socialiste. Cependant, ils se sont divisés, si bien que la famille écologiste est scindée en 3 formations. Génération écologie de Brice Lalonde,
le mouvement pour une véritable écologie d'Antoine Wechter et les Verts de Dominique Voynet. Seule cette dernière a recueilli suffisamment de parrainage pour se présenter à l'élection présidentielle de 1995, à laquelle elle n'a obtenu que 3,3% des suffrages. Merci de votre attention.